Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Le président français Emmanuel Macron assume d'utiliser les médias du groupe France Média Monde pour faire passer les messages de la France en Afrique. Stupéfaction totale pour d'aucuns, effet de déjà connu pour d'autres. Et à cet effet, des géopoliticiens martèlent qu'il s'agit tout simplement des aveux de la part du président français Emmanuel Macron. Comment comprendre ces sorties du président français? Est-ce que cette sortie trahit tout simplement des aveux ou alors la faiblesse et la crainte de la France vis-à-vis de la Russie et de la Chine? Mesdames, Messieurs, l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens qui ont été écroués continue de susciter autant pour moi des polémiques. Les langues ne cessent de se délier à cet effet. Beaucoup s'interrogent sur les 46 autres mercenaires qui sont jusqu'à ce jour écroués par la justice malienne. Que se passe-t-il véritablement? Pour en parler, des experts de haute facture. Et ce soir, chers téléspectateurs, nous avons l'immense plaisir, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau en direct ici dans la ville de Douala, capitale économique, une lionne, une combattante, Madame Amina Fofana. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur Céleste Capen. Voilà, je suis ravie de partager ce plateau magnifique d'Afrique Média, ce grand média sur lequel j'ai vraiment combattu pour la lutte panafricaine auprès de très grands panafricains ici, dont M. Bandakani, M. Bertrand Tassinda, M. André Christelle Fanga qui est sur le plateau et bien d'autres, plus mon frère Jonathan. Donc, je suis ravie de partager le plateau avec vous. Mais si vous me permettez, je vais saluer tout le public qui nous regarde, tout le public d'Afrique Média et dire que ce déplacement était nécessaire. Et c'est grâce à Paul Ella, le président de African Revival, et à lui et son association qui m'ont invité pour un bon séjour ici. Donc, de partager les idées, de faire la synergie des actions panafricaines pour qu'on puisse fédérer d'une certaine manière, pour que les panafricains puissent fédérer ensemble. Donc aussi, j'ai été saluer mon père, Bobok Guillaume Saint-Aura, mon père adoptif. Voilà, je le salue ici. Il nous a accueillis ce matin et on a bien discuté. Il faut savoir que le Cameroun m'a appelé. Exactement. Donc, voilà, c'est mon pays et je suis très très heureuse parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre propre histoire. Et j'avais envie depuis tout ce temps de partager ce plateau avec d'éminents panafricains et aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion et j'espère qu'on va faire un très bon débat. Mais avant de lâcher la parole, le samedi, c'est même pour ça que je suis venue, le samedi, nous avons une conférence. Moi, je ne sais pas comment on appelle le quartier, mais je vais le sortir. Bonanjo. Voilà, hôtel La Falaise de Bonanjo, c'est le 10 septembre à 11h et l'entrée c'est 15 000 francs. Voilà, il y aura Nathalie Yamb, la grande panafricaine de Sochi, qui sera en Zoom, en conférence Zoom. Bon, normalement, comme le docteur Yam Tima et M. Bandakani sont en déplacement, mais il y aura Jonathan Batengene qui est un grand expert et il y aura moi-même. Bon, donc après on verra la quatrième personne qui va compléter tout cela. Donc l'entrée c'est 15 000 francs. Il faudrait que j'explique à mes fans que mon séjour est très court et que je n'aurai pas le temps de rencontrer tout le monde. Maintenant, tous ceux qui veulent me voir peuvent passer directement là-bas. Après la conférence, on pourra faire des échanges, voilà, des échanges et puis des séances photos ensemble. Merci. Et c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je pense que voilà, il y a Monsieur Fanga qui est très ému. Peut-être c'était une surprise, je ne sais pas trop. Bonsoir, Monsieur Fanga. Alors, bonsoir Céleste Capen. Merci de m'avoir invité à cette émission. Je vais la traiter de spéciale. Parce que spécial, pourquoi? Parce que quand vous avez des personnes spéciales, pas parce que vous n'avez jamais fait de débat avec eux, mais de façon de se voir et assis sur la même table en présentiel, c'est extrêmement important. Et nous pouvons dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de voir cette belle dame, cette dame africaine, cette lionne africaine au devant de la scène.
africaine pour défendre les idéaux de notre continent de visu. Vraiment, c'est extrêmement important. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau avec nous et sur Zoom. Bonsoir aux techniciens. Je voudrais saluer particulièrement le réalisateur de cette émission, Monsieur Nathan. Monsieur Nathan, très important, brillant technicien qui nous fait des merveilles. Et je pense que son expertise n'est plus à demander. C'est connu de tout le monde. Donc, je voudrais dire bonsoir à ma chère épouse qui me regarde. Naturellement. Voilà, bonsoir madame, on l'appelle la première dame. Bonsoir la première dame. Malheureusement, c'est pas ce programme mérite panafricain des premières dames, mais nous passons toutes nos salutations assez fraternelles. Voilà, à cette première dame, l'élu du cœur de ce directeur de publication de la Dépêche de Midi, mais également analyste politique. Mais on rappelle que Mme Amina Fofana est leader panafricaniste. Un invité également, mais pas des moindres, un habitué de ce programme, M. Batengene, bonsoir. Bonsoir, Madame Capel. Vos yeux brillent particulièrement ce soir. Il brille à la vue de notre invitée spéciale, ma soeur de Bamako, ma soeur, la Léone, parce que c'est comme ça qu'elle a été adoptée. Amina Fofana, nous le disons encore, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Merci. Et la chaleur du Cameroun, vivement, qu'elle te réchauffe et te permette de te sentir à l'aise ici. Non, avant de rentrer, il faudrait, le directeur des programmes est au courant, avant de rentrer, il faudrait voilà, une bonne séparante. Qu'elle ressente véritablement qu'elle est au Cameroun. Oui, bon, on pourrait garder le lieu secret parce qu'on essaie de même, on peut continuer sa colère comme à l'époque de Wandje. Bon, et à vous également, à votre vue, je reste totalement ému parce que tous les jours, c'est un plaisir quand je suis sur votre plateau de vivre les moments intenses que vous nous permettez de partager et surtout votre capacité à bien modérer et à nous amener à tirer la fine fleur à l'intérieur de nous. Merci également au patron de Afrique Média parce que ce média a permis que des intelligences de par le monde se retrouvent. Si aujourd'hui nous connaissons notre sœur Amina, qui aurait pu être simplement une vedette sur les chaînes du Quai d'Orsay, aujourd'hui c'est une réalité africaine. C'est grâce à l'effort de M. Justin Tago et nous lui disons merci pour tous les efforts. Également le directeur des programmes, M. Ebosama, qui est certainement très l'inconnu, mais le vrai travailleur de l'homme qui nous réunit. Nous lui disons aussi beaucoup de courage, qu'il continue dans son travail. Il accomplit un bon travail et la présence d'Amina au Cameroun, c'est surtout les efforts qu'il commet. Nous disons aussi à tous les techniciens, surtout M. Nathan, à tous les techniciens, il y a Joël, tous ceux qui sont là, qui se relaient, qui permettent à cette émission, leur disons merci également pour tous les efforts. Nous saluons tous les fans de l'émission, tous ceux-là qui, quand ils voient la grande dame, la lionne passer dans la rue, ils s'arrêtent pour dire mais c'est Amina, c'est Amina. Nous les saluons, nous savons qu'ils sont actuellement devant leur petit écran, pour certains ils sont connectés. Nous saluons également tous les panafricanistes qui sont ailleurs en train de se battre. Le président Badakani, le grand frère Parfendom, le grand frère le docteur Yam et tous les autres avec qui ils sont. Nous leur disons, depuis là où vous êtes, nous sommes tous ensemble. Nous saluons également les autorités du Cameroun parce que nous avons fait l'expérience heureuse de ce que ces autorités sont toujours au chevet des panafricanistes. Vraiment, ils se battent pour que nous soyons toujours là à ces émissions et je sais de quoi je parle. Nous leur disons merci pour tout ce que vous faites tous les jours, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui vont certainement beaucoup veiller à ce que Mme Amina séjourne dans notre pays dans de très bonnes conditions. Ne vous inquiétez pas, elle va séjourner dans de très bonnes conditions, surtout que la paix et la sécurité constituent des éléments importants pour nos forces de défense et de sécurité. Vous êtes sociopolitiste, M. Batengene. En multiplace, M. Gamal Abina, bonsoir. Activez votre micro, M. Abina. Voilà. J'ai été troublé, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir au plateau, bonsoir au panafricain, bonsoir à la dame qui a choisi intelligemment ce soir de s'habiller en or, puisque c'est la dame en or, en l'occurrence Amina Fofana, pour laquelle j'ai tout le plus grand respect, une grande salutation de la part des Algériens et de tout le Maghreb. On est admiratif de la combativité des Maliens et particulièrement de sa principale représentante à l'étranger au niveau du panafricanisme. Donc bonsoir à tout le monde, merci pour cette belle soirée que nous allons sans doute tous apprécier, et puis merci encore pour l'invitation.
êtes internationaliste, Monsieur Gamal Abina. Général Issa Diawara, bonsoir. Oui, madame, bonsoir à vous. Bonsoir à tous vos invités. Vous avez master là-bas au Cameroun, hein, et vous prenez soin d'elle. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à mon frère Gamal que je vois de l'autre côté. Évidemment, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Merci. Merci d'être là. Merci de toujours répondre présent lorsque la télévision panafricaine vous contacte. Vous êtes analyste politique, mais également panafricaniste. Alors, chers invités, chers téléspectateurs, avant d'entrer de plein pied dans les deux thématiques centrales à l'ordre du jour ce soir, nous allons nous appesantir un tout petit peu, pourquoi pas 30 minutes, chers invités, sur cette sortie ou alors sur les déclarations de Catherine Colonna. J'y arrive finalement. Un mauvais réflexe, la ministre française des Affaires étrangères. Alors, Madame Amina Fofana, je commence par vous. La ministre française des Affaires étrangères a dénoncé, je cite, les manipulations de Moscou et les errances de Bamako, ceci au cours de la conférence des ambassadeurs à Paris. Pour certains analystes politiques, rien n'est à dénoncer si ce n'est que ce que la France ne cesse de faire. Quel est votre regard? Bon, en fait, je vais d'abord dénoncer le réseau Facebook qui m'a bloqué parce que la dernière fois, quand j'étais en commentaire, vous savez que je suis toujours en commentaire si je ne suis pas sur le plateau. Donc, ils m'ont bloqué parce que j'ai expliqué pourquoi Louis XVI avait été décapité. Parce que le peuple français, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de différence, je suis obligé de le dire, entre le peuple français et leurs dirigeants. Ils sont tous pareils. Le peuple est à l'image de Macron, Macron est à l'image de son peuple. Mais j'expliquais que Louis XVI a été décapité par le peuple parce qu'il a demandé à ce que la France arrête l'esclavage des Noirs et vive dignement. Donc c'est ça qui n'a pas plu au peuple français. Tout d'un coup, ils se sont levés pour tuer un grand roi comme Louis XVI. Donc, pour instaurer, pour appuyer l'esclavage, pour vivre de ça et s'appuyer totalement sur ça, d'être dépendant de cela. Donc, quand j'ai expliqué cela, ils ont dit que j'ai enfreint les règles du standard. Ils m'ont bloqué pendant 7 jours. 1 heure après, ils ont regretté, ils ont dit, bon, on vous bloque pendant 30 jours. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que Macron a appelé ces faux ambassadeurs-là, ces représentants. Parce que si vous ne savez pas qui sont ces ambassadeurs, je vais vous le dire. Ces ambassadeurs sont les représentants de Macron ici. Ce sont eux qui donnent des directives, des ordres à nos présidents, soi-disant démocratiquement élus. Donc, ils représentent directement Macron. Et nos présidents sont des sous-hommes à côté de ces ambassadeurs. Voilà pourquoi l'arrogance mal placée de l'ambassadeur de France, qui est Joël Meyer, qui a été expulsé du Mali, donc en a fait les frais. Donc vraiment, ce que cette dame a dit, moi je pense qu'elle devrait aller consulter Jean-Yves Le Drian. Parce qu'apparemment, la France n'a pas encore compris la leçon. Si elle consulte Jean-Yves Le Drian, elle va comprendre que la diplomatie, ce n'est pas de l'agressivité. Parce que notre ministre, dit ministre patriote des Affaires étrangères, Ablaye Diop, a fait tout un cours de diplomatie à la France. Donc, ce qui reste à la France aujourd'hui, c'est l'agressivité. Ce qui reste à la France aujourd'hui, c'est la grande bêtise. Ceux qui sont réellement à l'intérieur, des démons, pas des démocrates, des démocrates. Ceux qui sont réellement à l'intérieur, c'est ça qui sort, c'est ça qui surgit. Donc ça ne me surprend pas, tout ce qui viendra d'eux, ça ne me surprend pas. Et il ne faut pas confondre il ne faut pas rentrer dans le jeu de Macron en essayant de dissocier France Média Monde des propos sordides de Macron. Macron est juste un agité qui est sur les nerfs. Donc ça sort comme ça sort. Donc on apprécie ça, on aime regarder ça, on prend nos pop-corn, on savoure ces moments-là. Vraiment, c'est historique, hein? Parce qu'il n'a plus ses nerfs. De toute façon, il ne les avait pas. Maintenant, tout est perdu. Donc, France Média Monde travaille directement, fait le travail que Macron est en train de dire. C'est pour ça qu'ils sont payés, pour déstabiliser l'Afrique, pour faire des intoxications, pour donner de fausses informations, accuser nos autorités qui sont pourtant dotées de preuves palpables.
France Média Monde, le communiqué qu'il a fait là, c'est nul et non effet. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Ils sont ensemble contre le Mali et contre tous les peuples africains. Et ils sont contre tous les présidents indépendantistes, comme depuis toujours. Contre tous les dignes présidents patriotes. D'ailleurs, je vais saluer ici mon président, le colonel Assimi Goïta du Mali, et aussi mon président du CNT, Malik Diaw, le colonel Malik Diaw, et tous les autres compagnons militaires qui sont dans le gouvernement, à savoir le digne ministre patriote de la Défense et tous les autres, quoi, voilà. Donc, et je profite aussi pour saluer le digne président patriote Paul Biya, parce que c'est grâce à lui que le combat malien et africain a prospéré. C'est depuis plus de 11 ans que Afrique Média est sur le combat, depuis que les gens n'ont pas compris jusqu'à ce que les gens aient compris. On sait qu'il a eu beaucoup de pression et que c'est parce que lui, c'est un panafricain dans l'âme, un panafricain convaincu qu'il a maintenu Mordicus, cette chaîne panafricaine, et de laquelle pratiquement les autres ont découlé. Donc on le salue, et vraiment c'est quand même une révérence, hein. Vraiment, c'est ce qu'il a fait, il a pris part et il n'a pas cédé au chantage et aux pressions françaises. Donc, vraiment, on le salue ce soir. Et on salue son panafricanisme. Mais juste pour finir, pour sortir de là, les Français sont des hypocrites. On n'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire. On sait qui ils sont. Ils sont démasqués par le Mali et par les panafricains ou par le panafricanisme en plein jour. Ce sont des sorciers qui ont été pris la main dans le sac. Ils n'ont rien à nous apprendre, rien du tout. Donc le communiqué de France Média Monde, vous savez que ça c'est même de l'arnaque. Je condamne ce qu'ils ont dit. Je condamne parce qu'ils cherchent à nous tromper. Or, c'est ce travail, que Macron le dise ou non, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne réussiront pas grâce aux médias comme Afrique Média qui existent en Afrique pour la défense de l'Afrique, pour la défense du Mali, pour la souveraineté du Mali, pour la souveraineté du peuple africain, l'indépendance totale et réelle du peuple africain, pour qu'on puisse sortir des griffes de ces vagabonds qui se sont érigés propriétaires de la terre et de la lune, et des humains qui sont à l'intérieur. Je parle bien évidemment de l'Occident. Donc grâce à des médias comme vous, aujourd'hui l'éveil de conscience a atteint, même on va dire son comble. On est très très fiers de Afrique Média, le monde c'est nous. Merci pour ce premier jet d'intervention, Madame Amina Fofana. Monsieur Mandé, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ah ben je suis content, je suis très content déjà de voir la grande combattante Amina Fofana qui est là, ça fait plaisir. Ça fait un air d'Afrique. J'écrivais sur Facebook aujourd'hui que la libération de l'Afrique, la fin de la France-Afrique, la libération de l'Afrique, c'est à Bamako. C'est sur le bord du Djoliba que l'Afrique, comme en 1235, l'Afrique est en train de parler fort. L'Afrique est en train de... L'Afrique se décomplexe. L'Afrique souffre. L'Afrique crie la liberté. Je crois que il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Seuls ceux-là qui sont arrêtés par la secte, qui sont arrêtés par, je ne sais pas, la mafia, le banditisme, qui continuent de croire que l'Occident a encore une chance en Afrique. C'est fini. C'est fini. C'est la derrière. Ils sont au bord du précipice. Chaque jour qui se passe, le vieil arbre est en train de cadavériser, comme disait Césaire. Il est en train de s'ébranler, il est en train de se casser. C'est pourquoi je suis fier lorsque je vois la grande combattante Aminata Fofana qui est là, ma soeur. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Je vois le docteur Jonathan Watangene, ça me fait plaisir. Je vois mon frère de toujours, Fanga. Ça fait, je ne sais pas, 10 ans que je ne l'ai pas vu. Facilement. Je veux saluer toute l'Afrique indépendante. Dis aux Africains, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne faisons pas comme la chèvre. Vous savez, la chèvre, lorsque la chèvre est restée longtemps attachée à une corde, tu coupes la corde, elle ne veut pas partir, elle se dit que la corde va faire mal. Non, la corde s'est coupée. Allez-vous-en, Africains, ébranlez-vous, développez-vous. Développez-vous, Africains, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Merci d'être là, Monsieur Henri-Paul Mandin. Vous êtes historien, mais également analyste politique. On n'oublie pas une autre casquette panafricaniste. Je suis un Africain. Je crois en l'Afrique, j'aime l'Afrique. Bon, les autres là, c'est pour les Blancs. Moi, je suis un Africain, je crois à l'Afrique. Je me bats pour l'intérêt de l'Afrique. C'est ça qui m'importe, l'intérêt de l'Afrique.
Ne faisons pas comme eux. Eux, ils n'ont plus d'avenir. C'est un monde fou. C'est un monde qui va s'arrêter d'un instant à l'autre. Tout à l'heure, vous posiez la question à ma sœur, Aminata Fofana. Vous lui disiez... Et je vous pose également cette question. Oui, puisque par vous avez la rapport à la parole. violence. Comment comprendre cette sortie même de la chef de la diplomatie française où elle souligne que la junte au pouvoir ne fait que, je cite ses propos, la junte au pouvoir au Mali ne fait que vivre des échecs en échecs. Je crois qu'elle est perdue complètement. Vous savez, la France, celui qui ne connaît pas l'histoire de la France ne peut pas comprendre la France. Pour comprendre l'histoire, pour comprendre la France aujourd'hui, il faut connaître son histoire. La France a toujours été ainsi. À la Première Guerre mondiale, les Français ont dit on va entrer à Berlin comme le couteau dans le beurre. C'est plutôt les Allemands qui leur sont rentrés dans le lard. Idem à la Seconde Guerre, hein, ils ont dit, et ils sont si infatués de leur personne, ils sont convaincus qu'ils sont forts, tout puissants. De Gaulle leur disait à la Deuxième Guerre, vous n'avez aucune chance. L'armée allemande ils vont faire de nous un pâté. Mais les Français ont dit non, l'état-major a dit, oh, dis donc, ce petit colonel, l'enlevez-le là, il ne comprend même rien. Il ne comprend rien. Et les Allemands, en un mois, les gars ont fui la culotte entre les jambes en Afrique. Ils se sont cachés en Afrique. Oui, mais eux, ils passaient pour être... Et il fallait écouter. Quand tu lis les dépêches, un mois avant la bataille de France, alors de la Deuxième Guerre mondiale, tu écoutes les dépêches, mais c'est incroyable de cécité intellectuelle. Vous vous demandez s'ils comptent sur quoi? Ils comptent sur quoi pour lutter contre les Allemands? Les Allemands sont supérieurs sur tous les côtés. Les Allemands ont les chars, les Allemands ont l'artillerie, les Allemands ont les avions. Mais eux, ils n'ont rien. Mais voilà des gens qui arrivent à dire aux Allemands que si vous bougez, aux nazis, que si vous bougez, on vous frappe. C'est ce qu'ils font aux Russes. Ils disent, le président Macron, il dit aux Russes que si les Russes attaquent l'Ukraine, eux, ils vont intervenir. Vous vous demandez, mais qu'ils vont faire comment? Ils ont quoi pour intervenir? Vous posez bien la question, que ceux-là, ils ont quoi pour intervenir? C'est une cécité. C'est ça, c'est la vantardise, la petite vantardise du français, qui croit qu'il existe, alors qu'il n'existe pas. C'est un pays qui n'existe pas. Ce sont des gens qui n'existent plus. La France va se retrouver dans 10 ans au niveau du Portugal et de l'Espagne, c'est-à-dire des puissances moyennes qui seront supplantées par les pays comme le Nigeria. Oui. 10 ans, c'est trop. Moi, 10 ans, c'est trop. C'est-à-dire, dans un moment, la Centrafrique, le Mali, seront devant la France d'ici 10 ans. Vous allez voir. Tous les pays qui auront eu le courage de prendre leur indépendance en main, de dire à ces gens, rentrez chez vous, ils verront dans 10 ans, il faut simplement qu'ils résistent sur le plan militaire. Dans 10 ans, ils verront. Ils vont se développer. Or, cette attitude, cette arrogance, vous écoutez le Drian. Le Drian a le courage d'insulter le président centrafricain et de dire qu'il est l'otage de mercenaires. Il parle sans façon, n'importe comment. C'est ça. Or, c'est quand même étonnant lorsqu'il le dit en face d'un président. Et il dit que la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, c'est une excitée, elle est agitée. Vous ne comprenez pas comment un homme peut prendre, un diplomate de surcroît, peut prendre autant de légèreté, autant de suffisance pour s'adresser à son homologue d'un autre pays et lui tenir un propos aussi dangereux, aussi indélicat. Mais c'est incroyable. C'est tout simplement parce que c'est de la fanfaronnade. Ce sont des gens qui sont habitués, leurs cheveux ont blanchi dans le harnais du banditisme. Ils ont toujours ramassé les mangues là par terre. Alors ils se disent que c'est ça toute une vie. Non, ce n'est pas ça toute une vie. Ils n'auraient jamais parié un jour que le Mali allait dire à un ministre des Affaires étrangères français que monsieur venait au tribunal à Bamako. Vous êtes convoqué au tribunal à Bamako. Vous ne pouvez pas s'imaginer qu'à Bangui, on puisse leur dire que mais monsieur, vous n'avez rien à faire ici. Et que la France puisse empaqueter. La France avait 4 bases militaires en Centrafrique. Ils puissent empaqueter tous leurs militaires et rentrer. Les voilà qui disaient oh, on s'en fout, on vous laisse le Sahel. Nous, on va vous laisser avec les djihadistes. Ce qui est curieux, c'est qu'ils refusent de partir du Niger. Et ils sont en train de vouloir s'installer au Bénin par la force. Et parce qu'il faut savoir, il y a la forêt du Kulou
entre le Burkina et le Bénin, et vous allez remarquer que c'est le même module opératoire qu'ils font depuis 1974, et l'affaire Françoise Claus. Ils choisissent toujours un endroit où vous apprenez que dans toutes les cartes de tourisme, on vous dit que c'est alerte, c'est zone rouge. Donc personne n'y va là-bas. Puis, vous entendez qu'il y a des touristes qui ont été arrêtés là-bas, il faut payer une rançon. Et quand on paye la rançon c'est les armes et l'argent, ça a donné les armes, ça a créé deux bandits, Boukouni, Ouédé et Hissène Habré. Le Tchad se retrouve dans cette situation. Regardez bien, ça on était dans les massifs du Tibesti. Venons maintenant au Cameroun. La forêt de Sambissou, il a fallu qu'on attrape des touristes, on donne des armes, on légitime la présence, on va mythifier des bandits qu'on va appeler Boko Haram, on va les mythifier, on leur donne des armes, on leur donne de l'argent à travers ces rançons. Et du coup, on vous dit qu'ils sont dans la forêt de Sambissou, ils sont intouchables. Vraiment, c'est un endroit inexpugnable. Vraiment, il faut négocier. Il faut qu'on trouve... Le Cameroun doit négocier avec Boko Haram parce qu'à cet allure, on ne peut pas. Et c'est la même chose. Souvenez-vous du Mali. Je me souviens du Mali, c'est la même chose. Le massif des Iforas, c'est la même chose. Et c'est ce qu'ils vont faire là-bas au Bénin. Le Bénin, qui savait, qui l'eût cru. Aujourd'hui, se sont infiltrés là-bas. J'ai lu une dépêche il y a 3 jours du chef d'état-major de l'armée française qui parle de ça. Alors que l'Ukraine, les Russes sont là en Ukraine, au lieu d'aller faire les dépêches là-bas, sur l'Ukraine, il vient faire sur le Bénin. Il dit que le Bénin, il y a une tentation terroriste au Bénin. Le Bénin est en grand danger. Le président du Bénin, comme eux, ils aiment jouer. Il est allé en France comme le roi Henri. Il est allé, comme le roi Henri était allé voir le pape Grégoire IV. On appelle ça aller à Canossa, c'est-à-dire aller lui demander pardon. Il est allé voir le président Macron et ils ont organisé des journées économiques bénino-françaises. On ne trompe pas ces gens, ce sont des bandits. Ce sont des bandits et eux, ils ne croient qu'à un seul truc, c'est de créer la violence chez vous pour arracher toutes vos choses. Donc c'est ce que Mme Colonna dit, c'est regrettable, c'est proprement regrettable parce que c'est fondé en rien. Au contraire, le Mali va de conquête en conquête. Il faudrait vraiment être sourd dans les yeux pour ne pas voir que le Mali va de conquête en conquête. C'est un pays qui va droit vers sa destinée, c'est un pays qui va vers son développement, c'est un pays qui a été capable de prendre sa liberté, de se libérer des forces rétrogrades, c'est se libérer des forces du banditisme. Et aujourd'hui, le Mali est capable d'écrire sa propre histoire, s'assumer les exigences de sa propre auto-historicité. Donc, rien à faire. Ce qu'elle dit, ce n'engage que elle. Je pense qu'elle peut dire ça sur les mêmes propos sur les Russes. Qu'elle a dit ça aux Russes, je vais voir. C'est l'Europe. Hein. Elle n'est pas parentée avec les Maliens. Je ne sais pas pourquoi elle s'occupe des Maliens. Elle peut aller dire en Russie, le dire aux Russes que mais vraiment vous allez d'échec en échec. Si vous continuez, on va vous bombarder. Je pense que les Russes vont apprécier. Mais qu'on nous laisse face à face avec les djihadistes, nous on s'en fout. Mieux les djihadistes nous tuent tous. Nous on ne veut pas les Français qui s'en aillent. France, go home, rentrez chez vous. Merci, M. Mandin, pour cette première intervention. Général Issa Diawara, pour des observateurs africains, la ministre française des Affaires étrangères veut tout simplement renvoyer le tort au Mali, car Bamako a les preuves de ce que la France soutient le terrorisme à travers la fourniture d'armes, mais également des renseignements. Quelle lecture faites-vous de la situation, Général Issa Diawara? Vous savez, madame, cette histoire de la France, moi je pense que la France n'est pas plus intelligente que les Africains. D'abord, je comprends par ces sorties hasardeuses et ces sorties peu courtoises que la diplomatie française veut imposer une feuille de route diplomatique à l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Quand les diplomates français sortent, lancent un jeu de mots, une expression, c'est une façon de nous attarder là-dessus, nous empêcher bien sûr de mettre une diplomatie offensive bien sûr en marche. Donc ils vont leur jeter un os et nous allons mettre tout le temps nécessaire. Malgré cela, ça vaut le coup peut-être de tenter d'y répondre. Elle a parlé d'échec en échec. Il s'agit bien sûr ici du Mali et de la France. Il faut comparer les deux. Quand vous prenez le Mali, ces derniers mois, depuis l'arrivée du colonel Goïta, nous avons réussi l'exploit d'expulser d'abord les forces françaises du Mali. En un temps record, même la France n'avait pas réussi
à expulser les forces américaines en si peu de temps. Ça, c'est d'abord un premier point. Deuxième point, vous allez constater que le Mali a réussi à expulser sans tempête ni tambour les médias français en un temps record. Au même moment, sans avoir l'opinion et avec l'adhésion massive des populations maliennes. Mais quand la France a expulsé les médias russes, mais ce n'est pas avec l'adhésion massive des populations françaises. Donc, et quand elle dit le Mali va d'échec en échec, je ne comprends pas, c'est un peu, elle a inversé les choses, c'est le contraire. Et ensuite, le Mali a réussi à tenir 6 mois de sanctions de l'embargo de la zone CEDEAO. Je ne pense pas que la France peut réussir 6 mois d'embargo de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne réunis. Mais le Mali l'a tenu. Donc je me demande qui est en train de gagner. Qui va d'échec en échec finalement. Vous savez, cette histoire entre la France et puis madame là, la diplomate là, elle a le culot de dire que la Russie est une puissance impériale. Mais madame, c'est comme si madame la marmite incite madame l'assiette d'être gourmande. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la marmite qui se moque de l'assiette ici. Mais ça n'a pas de sens. C'est la France qui est une puissance impériale. C'est la France qui impose à 14 pays. La vente du franc CFA apporte à la France plus de 400 milliards d'euros chaque année. Nous, la Russie ne nous vend pas le rouble ou bien une monnaie africaine. Bien au contraire, la Russie dit être disposée à commercer avec l'Afrique à partir des monnaies locales. Mais c'est la France qui nous vend ici un papier qui n'est même pas reconnu en France. Vous savez, j'ai fait un tour en France, moi. Hein. Les CFA, là, quand vous êtes en France, là, vous avez même du mal à sortir ça. Mais le CFA n'est même pas reconnu là-bas. Mais au même moment, c'est la monnaie qu'on nous vend ici. Mais qui est une puissance impériale? Une puissance criminelle? Une puissance créelle? C'est pas la France? C'est pas la France qui nous met dans une situation de guerre? Ou c'est la France qui nous vend des armes et qui vend des armes à nos rebelles? Si la France nous vend des mitrailleuses, dites-vous que la France a vendu des mitrailleuses aussi aux rebelles. La France équilibre la terreur ici en Afrique. Et au même moment, c'est la France qui se porte garante des négociations de paix. Et c'est la France qui va vous amener des forces de maintien de paix. En fait, ce sont des forces de maintien de la guerre. Des forces qui maintiennent les Dinka face à face. Et quand la France insulte la Russie de puissance impériale, mais le putain se moque de la charité là, je ne comprends pas. Et nous ne négocions aujourd'hui ce qui est pour la France, l'Europe, c'est l'heure d'échéance. Aujourd'hui, ils veulent, ces pays-là veulent dans leur chute nous entraîner. Nous, leur chute là, c'est notre début. C'est le début de notre épanouissement. Nous sommes en train de lutter pour que nous ayons un bon début d'épanouissement en fait. Parce que dans leur chute là, on dit en Bambara, il y a un proverbe qui dit c'est-à-dire quoi? L'ancien chef de village là n'aime pas l'épanouissement des villages. L'Europe là, dans leur égoïsme, dans leur chute libre, ils veulent entraîner le monde entier dans leur chute. Nous résistons, ils vont tomber seuls. C'est pourquoi ils ont du mal à se battre à l'Ukraine. Ils voulaient transporter cette guerre ici en Afrique, une guerre entre le Mali, la Côte d'Ivoire, et ils seront derrière pour instrumentaliser. Pour eux, aussi nombreux sont les Européens, les mercenaires européens qui ont été écrasés en Ukraine. Il faut qu'il y ait autant d'Africains qui vont aussi mourir du côté de l'Afrique ici. Nous sommes plus intelligents qu'eux. Ils vont crever seuls là-bas. Nous n'allons pas nous embarquer dans leur guerre. Et notre dissuasion militaire seulement a compris d'épargner l'Afrique d'une guerre. Merci. Diawara, pour ce premier jet d'intervention. Monsieur Gamal Abina, en quelques mots, comment comprendre ces sorties de Madame Catherine Colonna? En quelques mots. Il s'agit là du sujet d'accueil encore. Très rapidement. Oui, tout à fait. Très rapidement, simplement, c'est que cette femme est médiocre comme beaucoup de gens dans le gouvernement Macron, comme vous les connaissez, vous vous rendez compte de cela. Ses propos sont hasardeux, malvenus, un peu ridicules de la part du tortionnaire, de l'ex-puissance tortionnaire, mais en réalité, ça traduit effectivement un aveu de faiblesse, comme il disait le général, à savoir que ils sont incapables de convaincre maintenant les Africains d'être des partenaires de la France, donc en substance juste des réserves d'argent, hein, c'est tout.
et ils essaient de trouver une solution alternative en disant qu'il y a un autre danger qui serait le danger russe, chinois ou autre. C'est toujours cette méthode de détournement de critique, mais j'ai envie de vous dire un truc qui va vous intéresser ce soir, parce que j'ai eu l'occasion de regarder une vidéo qui est très partagée actuellement en France. Ça commence à faire un effet assez boeuf. C'est que M. Macron, qui s'était vanté en Algérie d'avoir suffisamment de réserves de gaz, de pétrole et d'énergie, aujourd'hui nous a annoncé dans une conférence de presse, et ça c'est extraordinaire, c'est vous dire un peu quand on parle de l'empire du mensonge, cher aux Russes, il a annoncé qu'il y aurait 5 niveaux d'alerte par rapport à l'énergie en France. C'est que si les gens ne réduisent pas leur consommation de façon disciplinée, eh bien on passerait à un premier niveau de contrainte. C'est-à-dire qu'il va contraindre, puisqu'ils n'ont pas les moyens, contrairement au mensonge proféré, ils n'ont pas les moyens de faire face à l'hiver, surtout si l'hiver est rigoureux. Il va contraindre les Français, les entreprises et les particuliers à réduire leur consommation. Donc quand on arrive à faire ce genre de pression, et ça va avoir des conséquences très très lourdes sur le plan social, puisqu'il y aura forcément des réactions de la population. Quand on touche au porte-monnaie des gens, ou quand on touche à leur capacité, enfin leur confort de vie, ce que les Occidentaux ont toujours eu, eh bien ça pose problème. Donc aujourd'hui Macron nous a fait croire en Algérie que tout allait pour le mieux et que la France avait des réserves de gaz importantes, c'était 92%. C'était pas vrai évidemment. Et aujourd'hui il dit aux Français, on a des réserves c'est vrai, mais ça reste les difficiles. Donc il a menti. Donc quand Madame la porte, enfin cette espèce de plaisanterie va vous raconter des histoires, c'est juste pour mentir de façon éhontée. Et puis je tiens à dire aujourd'hui, parce que je suis algérien, vous êtes africain, on est tous du même continent. Algérie, Afrique, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Une chose importante, il n'y a pas besoin de dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas très intelligents. S'attaquer à l'Empire russe, c'est s'attaquer à un ogre. Donc quand on est assez bête pour suivre l'Amérique et attaquer les Russes alors que c'est nous qui allons souffrir, je parle du côté occidental, ceux qui vivent en Occident, eh bien on n'est pas très intelligent. Et en substance, ces gens qui se croient supérieurement intelligents se sont fait la guerre pendant des siècles. Donc l'intelligence, c'est pas ça. Ils confondent toujours technologie et civilisation. Nous avons une civilisation africaine multimillénaire. Ils ont acquis une technologie grâce au savoir-faire de l'Afrique, en passant par l'Espagne, qui est récente et qui a à peine 100 ou 200 ans. Donc il ne faut pas confondre civilisation, ce que nous avons, et technologie, ce qu'ils ont réussi à nous emprunter. Aujourd'hui, la civilisation, elle est du côté de ceux qui l'ont toujours eu, et la technologie va bientôt arriver du côté de ceux qui avaient la civilisation la plus ancienne. Donc je ne suis pas très inquiet sur cela, et je dis qu'effectivement, Madame en plus c'est l'homonyme de quelqu'un qui a été tué en prison, Colonna, est soit une incapable, soit une imbécile, soit une menteuse. Choisissez. Monsieur Fanga, la junte au pouvoir au Mali navigue à vue d'échec en échec. Comment comprendre en quelques mots pour entrer dans le premier sujet à l'ordre du jour? Je voulais répondre comme le président camerounais, je ne commande pas les commentaires. Mais je suis obligé de répondre. Parce que, vous savez, quand vous êtes frappé, en fait, vous êtes infecté par un virus qu'on appelle le mensonge. C'est contagieux du président. Ce qu'ils appellent président en France. Ce clown, appelé Macron. Il ne peut que contaminer ses ministres avec son incompétence, ses mensonges et sa paresse. Parce qu'il faut être paresseux intellectuellement pour dire de telles inepties. Parce que vous ne pouvez pas, la junte militaire, vous appelez la junte militaire, et celui qui est au Burkina Faso, vous l'appelez le président du Burkina Faso. Vous appelez celui qui est au Tchad le président du Tchad. Mais vous appelez Assimi Goïta et ses hommes la junte militaire. Vous voyez les mots. Mais ils ont eu un homme qui était à la junte, qui était à la tête d'une junte militaire en France, qu'on appelait De Gaulle, qui a fait 14 ans de pouvoir. 14 ans. De Gaulle a fait 14 ans. Junte militaire. C'est-à-dire, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait rien du tout. Mais, ce n'est qu'en Afrique qu'ils viennent appeler junte militaire. C'est des mots. C'est des petites déclarations comme ça, à l'emporte-pièce. Des gens qui sont sous l'effet des drogues dures. Parce que je pense que ce n'est qu'une personne droguée qui peut faire de telles déclarations. Comment vous pouvez dire? Je vous ai fait une démonstration ici une fois. Barkhane, c'est le ministère de la Défense française qui avait fait ces statistiques. Hein. La France avait 5000 hommes au Mali. Ils avaient près de 200 hélicoptères. En fait, sans compter le matériel aussi sophistiqué qu'ils avaient. Et ils ont fait les statistiques, ils ont dit que les djihadistes étaient entre 300 et 1000. 5000 hommes contre 300, faites le ratio.
Mais vous faites 8 ans pour combattre 300 à 1000 personnes. Vous avez 5000. Maintenant, décidons qui a échoué vraiment. Maintenant, vous augmentez, mais ils sont arrivés jusqu'à presque 10 000 hommes. Parce que sans compter les forces allemandes, les forces danoises, les forces des pays même, qu'on ne sait même pas s'ils existent encore dans la carte du monde. Hein. C'est le genre de soldats là, que dans ces pays-là qu'on allait prendre les soldats pour envoyer au Mali, pour aller combattre les djihadistes. L'Estonie. On se pose la question. Mais on ne sait même pas dans quel... Donc, vous voyez que la bêtise est allée très loin. Ils ont fait 9 ans, presque 10 ans. Ils sont allés d'échec en échec, échec en échec. En fait, ils ne disent que ce qu'ils ont fait. Cette dame ne révèle que leur vraie identité. Parce que, comme j'aime bien prendre l'exemple sur les Saintes Écritures, Jean 8, 44, ils ont pour père le diable. Il est menteur dès le commencement. Il ment de son propre fond. Parce qu'en lui, il n'y a que du mensonge. Et ce n'est que normal qu'il répète ça au quotidien. Donc l'échec, c'est eux l'échec. D'ailleurs, ce n'est que normal. Parce que vous ne pouvez pas. La France n'a jamais rien gagné de sa vie. Rien. La France n'a jamais rien gagné de sa vie. Depuis que la France existe, elle n'a jamais rien gagné. C'est les Africains qui ont donné la petite liberté que la France a là, c'est les Africains. C'est-à-dire, on a pris des gens. Si vous allez à Douala, vous aurez le temps de visiter la chambre de commerce. Vous allez retrouver l'écriteau à la chambre de commerce. Ici est née la France libre. C'est écrit. Parce que c'est à partir de là que monsieur le général de Gaulle a réuni des hommes, a pris des hommes, le colonel à l'époque, il a pris des hommes, il a ramassé, les chefs l'ont bien entretenu, on lui a donné tout ce qu'il fallait. Il est parti jusqu'à Fort-Lamy, monté jusqu'au Sénégal et aller jusqu'en France pour aller botter hors de la France les Allemands qui avaient assiégé la France pendant 4 ans. Et c'est le seul héritage que monsieur de Gaulle a pu récupérer des Allemands, c'est la monnaie. C'est-à-dire le franc CFA que vous voyez là, c'était une monnaie allemande, une monnaie nazie. Il a pris ça et il est venu imposer aux 14 États qui l'ont aidé à se libérer. Voilà ce que c'est que la France. Donc, Henri avait bien raison, il faut d'abord connaître l'histoire de la France avant de parler de la France. Monsieur Batenguene, en quelques mots s'il vous plaît, comment comprendre cette sortie? Tout à l'heure, les panélistes ont donné la quintessence déjà de la réponse. Nous pouvons juste ajouter que Madame Colonna est dans la ligne, elle est dans la même ligne que l'État français. L'État français qui parle d'échec, parlant de l'État malien, d'abord utilise les mots qui ne vont pas, qui ne correspondent pas à la situation. Le premier mot, c'est la junte. Pourquoi parler d'une junte alors que la France a été gouvernée dans les années 45 par un État militaire dirigé par un général de 45 jusqu'à, je crois, 70, hein, les années 70, c'était le général de Gaulle qui contrôlait. Et d'ailleurs, quand il revient au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale, il revient par un coup d'État, Madame Capet. Bien sûr. Est-ce que cette France se faisait appeler la junte? Que non. Donc, historiquement, c'est un déni déjà de l'histoire de la France. Le deuxième élément, c'est parler d'échec en échec. Alors, regardons la propension, les statistiques d'expansion du terrorisme au Mali sous l'opération Serval puis Barkhane et la situation actuelle. Allons-y en comparaison. Sous Serval, les Maliens sont assaillis par les terroristes qui n'occupent que près de 10 à 15% du territoire. Avec le temps, Serval se transforme en Barkhane, mais les terroristes vont occuper jusqu'à 60% du territoire malien. C'était sous le contrôle des forces militaires françaises. Qui est-ce qui connaissait l'échec? Était-ce l'armée malienne ou était-ce l'armée française qui, dans les accords de défense, avait la capacité de riposter aux terroristes? C'est les Français qui ont connu des échecs. La situation des Maliens aujourd'hui, c'est qu'ils décident de prendre leurs responsabilités en réponse à cette situation d'échec où la France était empêtrée. Pas seulement la France, également tous les pays de l'Union européenne qui lui ont apporté son aide. Parce que même si l'Estonie, c'est un pays inconnu du point de vue de la géographie avec l'Afrique, l'Estonie est quand même un pays membre de l'Union européenne. Donc on peut dire que la France et ses alliés étaient en situation d'échec au Mali. Et les Maliens se sont mis dans la posture de récupérer leur sécurité par eux-mêmes.
Ils ont donc choisi de nouveaux partenaires. Et depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont récupéré la base de la première base. Ils ont Tombouctou, Gao, Menaka, Gossi, Tessalit, là où ils sont allés. Et puis, dernièrement, ils ont été attaqués à Tessit par une force qui était suffisamment entraînée. Parce que cette force a utilisé l'artillerie à longue portée, l'artillerie lourde, et cette force a utilisé des moyens aériens comme les drones pour attaquer une base militaire. L'armée malienne a répondu vaillamment. Elle a perdu, si vous partez en comparaison, 42 soldats, mais en face, elle a infligé 66 pertes à l'ennemi. Parmi les 66 pertes, il y a 37 légionnaires français. Qui est donc en situation d'échec? Un légionnaire correspond à 20 forces de l'armée régulière malienne. Ça veut dire que vous multipliez les 33 fois 20, ça vous donne 666 soldats français qui seraient tombés au front. Ça veut dire que l'armée malienne n'est pas en train de connaître des échecs. Lorsque vous prenez ces statistiques depuis le mois de juillet jusqu'à présent, vous allez remarquer que l'armée malienne a mené au moins 50 sorties. Et dans les 50 sorties, l'armée malienne a fait arrêter plus de 80 terroristes sur le territoire du Mali. L'armée malienne a détruit les plus importantes bases logistiques du groupe État islamique du GSIM au niveau du Mali. C'est dire qu'il y a un déni de la réalité encore cette fois-là. Déni historique, d'abord dans l'utilisation du concept de junte, déni de la réalité dans la réalité matérielle qui s'offre à nous. Et maintenant, la France s'illustre dans ce qui est en fait le langage de l'Occident. Et tous les copanélistes l'ont dit, c'est le mensonge. Madame Capen, la théorie qui guide la science de communication en Occident, du moins la science propagandiste qui nous est servie via ces médias d'État, c'est la théorie du noble mensonge. Je ne parle pas là d'une conception, d'une théorie que j'aurais développée. Non. Elle est développée par le philosophe le plus influent des think tanks de communication en Occident, Léo Strauss. Et Léo Strauss, c'est le mentor de Paul Wolfowitz, c'est le mentor de la dame qui est actuellement au secrétariat d'État, porte-parole du secrétariat d'État états-unien. Et Léo Strauss influence les cercles où Emmanuel Macron a été formé comme élite européenne. C'est la théorie du noble mensonge qui est mise en avant. Et ce que Madame Colonna a fait, elle a simplement répété un mensonge qui est, du point de vue de l'Occident, noble. Merci pour ce premier jet d'intervention.